Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. On organise cette réunion depuis le CNB, mais qui est en travaux, donc on est délocalisé dans un local qu'on teste pour la première fois aujourd'hui, avec une nouvelle technique par ailleurs, mais qui a l'air de bien fonctionner, qui vous permet d'être connecté en nombre et de faire vivre le chat. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Moi, je suis Charlotte Robe, élue du CNB, et dans le viseur, sous forme de petites vignettes et à distance, vous voyez Laurence Joly, qui est la élue du CNB et qui est responsable du groupe Amiable du CNB. Laurence. Merci d'être connecté, mais on est un petit peu donc éloigné pour les contraintes matérielles. Laurence, je pense qu'on t'entend si tu veux oui, tout à fait. Les connecter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes, et je vous remercie à nouveau de vous connecter. Alors, il est vrai pour nos 4 participants à Paris dans des conditions où ils testent un petit peu les nouveautés, même si en amont le nécessaire a été fait. Et compte tenu de la distance et dans un souci d'efficacité, ainsi que nous l'avions déjà fait il y a 1 année en arrière, c'est Charlotte Robe qui, depuis les moyens logistiques du CNB, va piloter cette réunion, et moi, si besoin est, j'interviendrai en complément. Merci. Merci Laurence. Et donc effectivement, pour animer à cette heure, et je les remercie beaucoup, on a la présence de Madame Le Talec, sous-directrice du droit civil à la direction des affaires civiles et du Sceau. Merci beaucoup, Madame, d'être là. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vois que de nombreux référents des tribunaux judiciaires et cours d'appel sont connectés et je m'en réjouis. Et ça me permet peut-être donc d'introduire l'intervenant de la direction des services judiciaires qui nous fait le plaisir de participer à ces échanges également. Je le laisse se présenter. Merci, bonjour à tous et toutes. Marc-Antoine Moreau, donc chef du bureau du droit de l'organisation judiciaire, donc en charge des magistrats coordonnateurs de l'amiable et également du statut des conciliateurs de justice. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu aujourd'hui. Alors, vous, si vous êtes connecté, c'est que soit vous êtes référent amiable dans vos barreaux, s'agissant des confrères, soit vous êtes référent magistrat dans vos tribunaux ou cours d'appel. On a organisé ces moments partagés depuis effectivement 1 an maintenant, autour d'une ambition, l'ambition de faire vivre l'amiable. Et ça, on a voulu donner de la profondeur à cette idée et vraiment la concrétiser. Et la fierté, c'est de mettre en place des projets et d'arriver à les dupliquer et à les faire vivre. Ces projets, en 2025, ça a été l'organisation des états généraux de l'amiable. C'était au mois de mars. On avait Madame Delno avec nous, on avait pour le CNB sa présidente Julie Couturier, et à cette occasion-là, on s'avait fait une promesse, celle de se revoir, et il a fallu organiser la manière d'y procéder, et on s'est fixé de se voir 1 fois dans l'année en visio, et à l'époque on avait fait cette visio au mois de mai 2025 d'ailleurs, et là c'est le 2e rendez-vous en 2026, et d'essayer de se voir 1 fois en présentiel sur le 2e semestre. Et donc ça a pris forme l'année dernière avec une journée au mois d'octobre au CNB. Et s'agissant de 2026, ça va prendre la forme des états généraux de l'amiable dans une version plus ramassée, mais qui va être ajoutée à la Convention nationale des avocats au mois d'octobre 2026, et donc ça sera à Toulouse. Donc si vous voulez, dans vos tablettes, vous notez le 21 octobre 2026, la plateforme est en train d'être mise en place et les inscriptions commencent. Il y aura donc le mercredi après-midi une demi-journée autour de l'amiable. On s'est fixé, au-delà de ces 2 rendez-vous, l'un en visio et l'autre en présentiel, des petits chantiers communs. Et là, pareil, satisfaction, parce que le chantier 2025, on l'a mis en place. À l'occasion de la visio du mois de mai, on s'était dit qu'on pourrait utilement commencer par une charte ARA commune, avocats, magistrats, et on s'est proposé
à 4 mains, de faire une V1, à charge pour vous de vous l'approprier, soit de la prendre exactement dans les termes qui étaient proposés, soit d'ajuster avec vos pratiques locales. Et on a pris cet engagement au mois de mai 2025 et on a livré une charte à l'occasion de cette journée du mois d'octobre. Et ça, c'est une petite satisfaction d'avoir initié quelque chose et d'avoir réalisé. Donc, on va essayer de faire un point avec vous pour savoir si vous vous en êtes emparé ou si certains ignorent même l'existence de cette charte, auquel cas, ça voudrait dire qu'on a mal communiqué. Et dans ce cas-là, on communiquera encore. Et l'idée, ça n'est de ne rien imposer, c'est d'essayer pour chacun de dépasser la peur de la feuille blanche et d'accompagner en profitant de l'expérience des autres et de ce qui marche et de ce qui marche pas nécessairement pour faire exactement pareil, mais pour essayer de prendre la vague et de lever des réticences, parce que une difficulté qu'on a, et je pense que vous allez me comprendre, c'est qu'on a le sentiment que l'amiable, c'est une question de personne. Et on voudrait dépasser ça. C'est-à-dire que ça va fonctionner très bien avec un chef de file dans les juridictions, avec un chef de file côté avocat aussi, et puis chacun évoluant ou changeant de poste. On a l'impression que régulièrement, on repart de zéro. Et même quand il s'agit, vous voyez, de vous réunir, on n'a pas d'adresse générique. Il faut qu'on tienne des listes à jour. Il faut qu'on vous écrive individuellement. C'est très lourd. On sait qu'on pourrait mieux faire, mais pour l'instant, on a des contraintes techniques. Mais on voudrait vraiment essayer de dépasser ça, prendre de la hauteur et avoir de la continuité. Donc, c'est aussi l'objectif de ces réunions. On s'est fixé un ordre du jour qui est assez conséquent parce que dans les agendas, on a 1 heure seulement. On va avoir, comme on l'avait fait l'année dernière, un point d'actualité par la DACS. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui est très avancé, ce qui est en cours de construction, pour vous anticiper aussi en termes de formation pour les uns et de mise en place pour les autres de ce qui va arriver avant l'été ou à la rentrée ou de ce sur quoi la DACS travaille. Et on a Monsieur Moreau aussi parce que on a eu au mois de février un décret avec un focus sur les magistrats coordinateurs de l'amiable, et vous êtes beaucoup de magistrats connectés, et on a pensé très utile d'avoir un représentant pour nous expliquer la manière dont avait été conçu ce statut et la manière dont ça pourrait utilement se mettre en place. Et je reprendrai la parole en fin d'heure pour vous annoncer de nouveaux chantiers, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de continuer, et on s'inscrit dans un temps long. Et donc, on a des projets immédiats, puis on a des projets un peu plus long terme. Et donc, il y a le chat. On ne pourra pas prendre toutes les questions, mais on essaiera à l'occasion des prises de parole peut-être de répondre à certaines de vos attentes. Merci beaucoup encore une fois d'être connecté. Nous, c'est satisfaisant quand on organise des moments comme ça, et puis ça nous donne de l'espoir aussi sur la capacité à mobiliser sur le territoire et à donner du sens au développement de la GAP. Madame Le Tallec, très bien. Merci beaucoup. Alors pour ces éléments, avant de vous donner quelques éléments d'actualité sur les textes qui sont en cours et les évolutions normatives qui sont en cours, alors je vous rassure, pas de nouveaux décrets du 18 juillet donc d'ampleur, mais plutôt des ajustements ponctuels. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais avant cela, il nous a semblé intéressant, compte tenu de la diffusion du protocole sur l'ARA, de faire un petit point statistiques, parce qu'on a un certain nombre de statistiques qui nous remontent des juridictions sur justement le recours à l'ARA. Alors, c'est des statistiques qu'il faut prendre avec précaution, parce que bien évidemment, ça dépend de ce qui est renseigné, et on sait qu'on peut encore avoir certaines décisions pour lesquelles on n'a pas forcément de code et donc qui ne permettent pas d'enregistrer la décision. Donc, c'est à prendre avec précaution, mais ça donne quand même une vision des tendances de recours à l'audience de règlement amiable. Alors, une première statistique concerne le nombre de juridictions qui ont rendu au moins une décision relative à l'ARA. On a ces statistiques donc par mois, donc chaque mois, depuis le mois de novembre 2023. Et on observe une croissance régulière, puisque en novembre 2023, seulement 2 juridictions avaient rendu une décision
en matière d'ARA. Ça a augmenté de manière assez progressive tout d'abord. Donc, on en avait 6 en décembre 23, 13 juridictions en janvier 24, 14 juridictions en février 24. Puis, on a eu une croissance régulière au premier semestre 2024. Avant l'été 2024, on était à peu près à 34-35 juridictions par mois qui avaient rendu une décision en matière d'ARA. Ça a continué d'augmenter au dernier quadrimestre de l'année 2024, avec entre 50 et 55 décisions par mois jusqu'à l'été 2025. Et on a, depuis septembre 2025, dépassé les 60 juridictions par mois qui rendent au moins une décision relative à l'ARA. Alors, ce qu'on comptabilise dans ces décisions relatives à l'ARA, c'est vraiment tout. C'est-à-dire la décision qui ordonne l'ARA, une décision qui constaterait l'échec, qui constaterait un accord partiel ou qui constaterait un accord total. Voilà, donc ça, c'est un premier indicateur. Si maintenant on prend, et c'est le deuxième indicateur qu'on peut obtenir, si on prend les décisions qui désignent un juge chargé de tenir une ARA. Alors là aussi, on a une croissance régulière. On avait à peu près 20 décisions par mois, donc toutes juridictions confondues, en janvier 2024. Donc 20 décisions en janvier 2024 qui désignaient un juge chargé de tenir une ARA. On a atteint 80 décisions en juin 24. On a dépassé 100 décisions par mois désignant un juge de l'ARA en octobre 24. On est à peu près entre mars et juin 25, entre 120 et 150 décisions par mois. Et on a eu alors un pic en octobre 2025, 177 décisions en octobre 25 ont désigné un juge de l'ARA. Et depuis, en particulier début, nos statistiques s'arrêtent à février 26, mais janvier-février 26, on est à un peu plus de 160 décisions chaque mois qui ordonnent une ARA. Les statistiques par juridiction montrent qu'on a encore d'importants leviers parce que on constate qu'on a quand même de nombreuses juridictions qui n'ont encore jamais ordonné une ARA. On voit en revanche que quand ça démarre, ça a plutôt tendance à se poursuivre. Ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de grande tendance. C'est-à-dire que on peut pas dire les petites juridictions n'en font pas, les plus grosses juridictions en font plus facilement, parce qu'on a des contre-exemples. On a des juridictions comme Brive-la-Gaillarde, alors qui en a fait beaucoup au début. Alors c'est une des exceptions parce qu'on a plutôt l'impression que ça baisse. Saint-Brieuc en fait beaucoup, alors que c'est plutôt une juridiction de taille relative, intermédiaire. Bergerac en fait beaucoup aussi, Valence beaucoup aussi. De l'autre côté, Toulouse en fait énormément aussi. Donc vous voyez, on peut pas vraiment tirer de conclusion en disant que c'est plus compliqué à lancer dans les petites juridictions et dans les grosses juridictions. Ça fait aussi écho aux échanges qu'on a avec les différents magistrats. En fait, on se rend compte que finalement, chaque juridiction a une situation un peu particulière selon les effectifs qui peuvent être mobilisés, selon aussi la dynamique au niveau du tribunal pour porter cette audience de règlement amiable. Voilà ce qui ressort des dernières statistiques disponibles. Peut-être vous dire, pour terminer sur ce sujet des statistiques et puis de l'évolution du recours à l'ARA, que quand même globalement ça augmente, il y en a de plus en plus, et que en tout cas en ce qui concerne la direction des affaires civiles et du Sceau, donc vous savez que nous participons désormais au dialogue de gestion organisé par la direction des services judiciaires chaque année, que nous avons mis en avant l'importance de valoriser le recours à l'amiable et que nous avons également attiré l'attention sur le fait que il nous remonte que les juridictions qui disposent de magistrats honoraires peuvent plus facilement investir le recours à l'ARA et que souvent ça nous est relayé comme étant un point assez déterminant du recours à l'ARA.
Il y a une question de Françoise Arthur. Vous avez fait référence à 60 juridictions qui par mois désignent, alors je ne sais pas si c'était un JARA ou qui rendait une décision. Est-ce que vous avez moyen de dire combien de juridictions ça concerne ou pas? C'est une statistique qu'on a? 180, un peu plus de 180. C'est 168. 168. Donc c'est 60 juridictions. Alors effectivement, la statistique de 60, c'était le nombre de juridictions qui ont rendu au moins une décision relative à l'ARA. Oui. 60 sur un total de juridictions de 166 tribunaux judiciaires. Et en termes de un matière, est-ce qu'on arrive à voir la matière ou pas du tout? Non, ouais. Ça non. Et alors, une autre précision quand même, c'est que quand on vous dit le nombre de juridictions qui rendent au moins une décision en matière d'ARA, c'est pas forcément les mêmes chaque mois. Ça veut dire que si on en a 60 en février 2026 et puis 58 en janvier 2026, ça peut être en réalité des juridictions différentes. Voilà. Et la matière, il n'est pas prévu de suivre? Alors, moi, dans les statistiques que j'ai, je n'ai pas la matière. Vas-y, si tu as... Et oui, et en tout cas, pour vous dire aussi, mais j'en parlerai un peu plus en détail, qu'il y a un rapport d'activité de l'amiable en général. Et donc, là, on est actuellement en train de travailler, tout le ministère de la Justice, donc des ACS, des DSJ, sur la façon justement d'articuler ces données-là avec le rapport d'activité annuel des magistrats coordonnateurs de l'amiable. Donc, effectivement, il y a une vision globale comme... Qui peut, pour le coup, apporter des précisions sur, justement, les contentieux, la nature des contentieux dans lesquels on a recours. Oui. Parce que là, je ne sais pas quelles sont les pratiques, mais on a un peu les deux extrémités. C'est-à-dire que parfois, on se dit que l'ARA, c'est très bien pour des contentieux, exemple, charge de coupro, ou qui peuvent peut-être vite se traiter, ou au contraire, à l'autre bout de la chaîne, sur du contentieux de droit des biens ou du contentieux de droit des successions, avec des transports, avec possiblement vraiment des choses qui nécessitent beaucoup plus de temps et peut-être beaucoup plus d'investissement personnel. Et je pense que c'est très différent d'une juridiction à l'autre. Parfois, voilà, des ARA un peu flash sous forme de demi-journée, avec même peut-être plusieurs dossiers qui sortent dans un espace de temps qui est maîtrisé, et au contraire, d'autres de manière plus perlée, mais qui peuvent mettre fin à des contentieux d'une décennie ou que sais-je. Donc ça, moi, j'arrive pas bien à me figurer si c'est pareil, s'il n'y a pas d'ARA type, ou si tout est possible. Alors, on avait plutôt au début de la mise en œuvre de l'ARA essayé de préconiser ou enfin d'identifier des contentieux dans lesquels on pensait que c'était particulièrement adapté, des contentieux dans lesquels il pouvait y avoir des relations de longue durée entre les parties, pas mal d'affect, etc. Et puis, on s'est un peu éloigné de cette approche parce que les retours qui nous étaient faits nous disaient que finalement, dans des contentieux qu'on n'aurait pas forcément identifiés, en réalité, ça avait marché très bien aussi. Il y a beaucoup de casuistiques quand même dans l'identification même des dossiers qui s'y prêtent, mais on avait ce premier travail un peu pour orienter et faciliter le tri des dossiers. Ce que je comprends aussi, c'est que selon les juridictions, il y a il y a des indicateurs qui ont été un peu adaptés justement au niveau local pour essayer d'aider à l'orientation des dossiers. Et il y a une question, est-ce qu'on est en train de piloter déjà des chiffres pour le développement au stade de la cour d'appel? Alors, cour d'appel, ça fait partie effectivement des indicateurs que je n'ai pas vu à février. J'ai eu les chiffres à février 2026 et ça fait partie d'une des questions que j'ai posées aux équipes qui s'occupent des statistiques parce que j'ai pas vu effectivement de remontée pour les cours d'appel. Ça, c'est plus récent, donc c'est vrai pour l'instant, on a moins de recul. En revanche, localement, lors de déplacements en cours d'appel, on nous a, je sais certaines cours d'appel y ont eu recours. Enfin, on parlait je vous dirais plus si c'est Angers ou si c'est Colmar, mais je sais que des cours d'appel nous ont indiqué avoir eu recours à l'ARA sur quelques dossiers.
que l'année prochaine, on sera peut-être Voilà. en situation de vous donner des chiffres. Alors, c'est intéressant, effectivement, le recours aux magistrats honoraires. Donc ça, moi, je pense, je découvre pas. Je pense que le fait que c'est un vivier de personnes qui sont suffisamment susceptibles d'avoir cette casquette de JARA. Après, comment est-ce qu'on a l'information de savoir comment, effectivement, dans les tribunaux ou au stade des cours, ce poste de JARA a été alloué? Et voilà, comment ça s'est passé? C'est à la direction du chef de cour ou du président de tribunal? Oui, alors tout à fait. Le poste donc de juge donc chargé de tenir une audience de règlement amiable, il y a 2 temps d'organisation dans la juridiction. Il y a un temps en fait lié à la décision donc, par le président du tribunal judiciaire. On parlait du tribunal judiciaire en fait, de désigner un ou plusieurs magistrats qui vont être chargés en fait de tenir l'audience de règlement amiable, en fait constituer, figer dans l'ordonnance de roulement le vivier en fait, si je puis dire, des JARA. Et puis il y a un temps de mesure d'administration judiciaire, en tout cas pour le juge saisi au fond, en fait, de renvoyer en audience de règlement amiable, et à ce moment-là à la date utile, et donc en fonction de cette date il y a donc la plage dédiée ARA avec donc le juge désigné pour la tenir. Donc, voilà comment ça se fait actuellement, en tout cas sur l'aspect. Et est-ce qu'on vous remonte des difficultés matérielles de locaux, parce que c'est des salles à disposition, si possible est-ce qu'il y a des contraintes matérielles que certaines juridictions n'arrivent pas à déplacer? Donc on a la capacité à désigner des JARA et puis aussi l'aspect locaux. Est-ce que ça, il y a des territoires où on est freiné par cet aspect matériel, à votre connaissance? C'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte, en particulier, on peut avoir des dossiers dans lesquels on a plusieurs parties, donc ça suppose de trouver une salle de réunion qui puisse permettre d'accueillir toutes ces parties. On nous dit aussi que selon les cas, c'est bien d'avoir des locaux qui permettent éventuellement des apartés, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une difficulté. J'ai pas souvent entendu néanmoins de retour indiquant que c'était un blocage. Non, tout à fait. Pas de retour non plus. Et puis sur la question des magistrats temporaires et honoraires, il y a un dispositif donc ad hoc qui est prévu, notamment avec une prise en charge indemnitaire aussi. Et donc ça va dépendre aussi de la disponibilité des magistrats à titre temporaire. Je voyais dans le chat, effectivement, c'était aussi indiqué tout à fait, et des magistrats honoraires en fonction de leurs autres missions, d'être mobilisés donc directement sur des ARA. Et en tout cas, les échos, les remontées qu'on a actuellement, je pense que c'est la même chose des SSDSU, c'est que les juridictions sont en part, c'est certain. Et puis, effectivement, ça s'insère dans l'organisation et dans des doctrines d'emploi, en fait, des juridictions qui sont assez différentes. Tant, en fait, sur le fond, ce que dit la DSS, que, effectivement, sur les pratiques et les disponibilités. Et vous avez des candidatures, parmi typiquement des magistrats qui sont volontaires, peut-être davantage d'honoraires pour des contraintes, ils ont peut-être moins de contraintes que des magistrats en exercice, qui ont sûrement des comptes à rendre, avec du coup des résultats à produire. Pareil, on n'a jamais de circonstances où on n'arrive pas à pourvoir ce poste. Alors, nous, ce qu'on entend souvent et qui est intéressant dans les retours que nous font les collègues qui font des ARA, c'est que c'est très satisfaisant. Je veux dire, les collègues expriment vraiment un regain de sens dans leur office, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Ce qu'on entend en parallèle, c'est que ça prend énormément de temps et que pour que ce soit tenable, il faut une organisation au sein du tribunal qui prennent en compte le temps que prend une audience de règlement amiable. Donc ça, c'est vrai que on a cette tension entre à la fois un regain de sens dans l'office du juge
un sentiment d'utilité renforcé, mais la nécessité que ce soit un peu pensé et structuré au niveau de la juridiction pour que finalement on puisse absorber et consacrer le temps nécessaire au traitement d'un seul dossier, là où on traiterait une quinzaine de dossiers, quoi. Donc ça se pense et ça s'accompagne. Et typiquement, ma question d'avocat, parce que ça pour moi c'est un angle mort ou à peu près en termes d'évaluation, est-ce qu'effectivement il y a un sort particulier qui est traité quand il y a une ARA qui en plus donne lieu à un dossier qui sort du stock? Est-ce que le magistrat qui a été aux commandes de cette bonne décision, est-ce qu'il est valorisé par rapport au fait de rendre un jugement Alors, en tout cas, sur la valorisation de l'activité de l'amiable, la ligne qui a été posée, qui a été aussi confirmée par le Conseil d'État le 6 février dernier, elle a été faite par une circulaire 2023, qui indique effectivement la participation à l'amiable au sens large, ça fait partie d'un élément qui peut être valorisé dans l'évaluation de l'activité et in fine un élément pris en compte notamment de la prime modulable, etc. C'est un élément déjà d'échange. Voilà. Après, ça dépend là aussi de la part qu'a l'amiable dans l'activité générale du magistrat. Là encore, c'est une situation un peu particulière, au sens où on ne peut pas faire de règle générale non plus, mais c'est un élément, c'est certain, qui doit être pris en compte au sens large dans la juridiction, puisqu'on est sur un objectif effectivement de promotion de l'amiable. Après, c'est pas anormal que ça prenne un peu de temps, et je pense que ça doit être satisfaisant pour les magistrats connectés de se dire que voilà, tout ça est pris en considération, parce qu'on suit assez bien au démarrage, et pas seulement au démarrage, que c'est une allocation de temps qui n'a rien à voir avec un dossier classique. À ce stade, au niveau de vos services, est-ce que il y a des outils parfois dont on se dit que c'est durablement un échec, qu'on essaye de faire revivre, etc. Sur l'ARA, on a un recul qui est pas quand même un peu de profondeur. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on persévère, que c'est un outil qui est performant, qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais qu'il faut continuer à travailler, que ça fait ses preuves? Oui, je crois que c'est vraiment l'outil sur lequel on a... alors là encore, il faut rester modeste, parce que le champ de progression est encore, reste important, mais ça fait vraiment partie des outils sur lesquels les retours sont très, très, très favorables, très positifs. D'ailleurs, tant côté barreau que côté magistrat. C'est-à-dire que même du côté avocat, quand on se déplace en juridiction, on nous dit souvent l'ARA, c'est formidable. Voilà. Alors, ce qui peut questionner, parce que on pourrait se dire que l'objectif de la politique publique de l'amiable, c'est aussi d'autonomiser les parties dans le recours à l'amiable, mais force est de constater qu'il y a peut-être plusieurs étapes, et que le positionnement et la présence du juge dans l'ARA sont aujourd'hui un élément plutôt fédérateur. Et parce que je fais le lien alors avec un sujet qui est connexe, mais c'est vrai que quand on a fait toutes nos opérations de formation de l'ARA, on présentait l'ARA et la césure. Donc c'est deux choses très différentes. Et pour le coup, la césure reste beaucoup plus confidentielle. Oui. Ouais. Bon, ça viendra peut-être aussi, c'est une autre dynamique, mais ces deux outils qui ont un peu le même calendrier, ça n'a rien à voir en termes. Alors en termes de dynamique, l'objet est très différent, mais la dynamique n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ARA, on est sur une progression constante. La césure n'a pas encore rencontré son public, manifestement. Donc ça frétille, on sait qu'on a et on n'a pas identifié vraiment de point de blocage, donc justement d'évolution textuelle qui serait nécessaire sur l'ARA. Sur l'ARA, la grande évolution, c'est quand même le décret du 18 juillet, donc il faut attendre de voir ce que ça donne, mais le décret du 18 juillet, il a décloisonné l'ARA en permettant finalement son utilisation devant toutes les juridictions, à l'exception du CPH, et dans tout type de procédure. Donc, c'est vrai qu'à ce stade, il faut ménager le besoin de stabilité et le fait de laisser suffisamment de temps pour que les réformes soient mises en œuvre. Donc, non, il n'y a pas de grosses évolutions à ce stade à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correctif
à apporter. En réalité, maintenant, c'est se donner un petit peu de temps, effectivement, que ça rentre dans les mœurs des barreaux, des tribunaux, des cours d'appel. Il faut faire vivre cette procédure particulière. Je ne cache pas que quand on est parisien et que je vois votre chat, je rêverais d'exercer en province parce que tout est plus compliqué à Paris. Mais voilà, c'est très satisfaisant de voir effectivement qu'il y a j'ai l'impression, cette volonté commune que ça fonctionne. Et si on prend un mot justement pour nos greffiers, alors qui sont pas connectés, ça sera peut-être d'ailleurs un de nos petits défis pour les prochaines réunions. Est-ce qu'il n'y a pas de hiatus côté juridiction avec les greffiers? C'est un corps de métier aussi qui participe au développement de l'ARA. L'ARA, effectivement, c'est un point en fait certain d'organisation et d'adaptation pour le greffe. Donc là, effectivement, on est attentif, la direction des services judiciaires aussi, aux remontées qui peuvent nous être faites. Nous, directement, en tout cas, au bureau de l'organisation judiciaire, on n'a pas eu de communication, de remontée en disant que il y avait une impossibilité de faire. Eu égard à ces considérations, maintenant, effectivement, c'est un point certain d'attention pour la direction. Comme, en fait, toute réforme importante, puisque de fait, l'ARA, notamment, était une réforme très, très importante. C'était un changement total, finalement, de culture. C'était un changement total aussi en termes d'impact, bien sûr, pour les juridictions. Mais, effectivement, il y a une intention très, très certaine sur ce point. Et à ce stade, en tout cas, il n'y a pas eu d'impossibilité de faire, encore une fois, de fait des greffes dans les juridictions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ARA aujourd'hui. On aura plus de statistiques quand on aura plus de mois au compteur. Donc ça, c'était un petit projet de l'année dernière et dans le viseur pour cet été. Et pour une application à la rentrée, nous avons un Magicobus. Voilà, alors nous avons un Magicobus, donc selon à peu près le même calendrier que les deux précédents. C'est un projet de décret qui a circulé au niveau des conférences et au niveau des organisations syndicales. Je vais simplement vous dire ce qui est envisagé en matière d'amiable. C'est vraiment des petits ajustements ponctuels et ciblés suite à des retours qui nous ont été faits après la publication du décret du 18 juillet. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va bouleverser le paysage de l'amiable. C'est plutôt répondre à des petites imprécisions ou des choses qui fonctionnent mal suite à la publication du décret. Donc, nous envisageons une clarification à l'article 131 du Code de procédure civile parce que, alors, en réalité, on nous a fait remonter qu'il y avait un doute. Alors, c'est plutôt côté avocat qu'on nous a remonté cette difficulté, un doute quant à la possibilité de recourir à un technicien par voie conventionnelle avant tout procès. Donc, on va supprimer une référence qui était faite à l'article 128 du Code de procédure civile qui induisait a priori ce doute pour clarifier que effectivement, on peut recourir à un technicien par voie conventionnelle, y compris avant tout procès. Donc, ça remplace dans ce cas-là un peu le 145, l'ordonnance, la mesure d'expertise in futurum. Ça, c'est tout à fait possible de le faire par voie conventionnelle et donc de désigner par voie conventionnelle un technicien avant tout procès. Donc, il y a un petit ajustement qui vise à répondre à ce doute qui a été exprimé depuis la publication du décret. On précise également, alors ce sera à l'article 1533 du Code de procédure civile, que la décision qui ordonne une information sur la médiation ou la conciliation, on précise que c'est une mesure d'administration judiciaire. C'est quelque chose qui a été précisé avant la réforme du 18 juillet. Le fait qu'on supprime cette précision a créé des questions, donc on réintroduit cette précision. Une autre modification porte sur, alors c'est la plus centrale, elle concerne l'hypothèse où le juge ordonne une information sur la médiation ou la conciliation. Dans le décret, on avait prévu que le tiers qui effectue cette information doit recueillir l'accord des parties pour entrer en médiation ou en conciliation dans un délai de 1 mois à compter de l'ordonnance. Or, on nous a dit que souvent, en fait, ce délai d'1 mois est trop court pour que la réunion d'information se tienne.
Donc, du coup, c'était effectivement gênant puisque si la réunion se tenait au-delà de 1 mois, il fallait soit faire une médiation ou une conciliation par voie conventionnelle, soit revenir devant le juge. Donc, c'était très gênant. Donc, ce qu'on prévoit, c'est d'allonger ce délai à 3 mois. Donc, ça signifie que quand le juge va ordonner une information, enfin, la fameuse ordonnance 2 en 1, il faudra que le tiers qui délivre l'information organise sa réunion dans les 3 mois et donc éventuellement recueille l'accord des parties pour poursuivre en conciliation-médiation dans ce délai de 3 mois. Donc voilà, donc on détend les choses pour que cette ordonnance 2 en 1 puisse vraiment être effective. Ça, c'est vraiment la plus grosse remontée qu'on nous a faite suite au décret. Et on a pensé que c'était effectivement tout à fait opportun d'étendre les choses et d'allonger ce délai à 3 mois. Voilà, on a une dernière petite modification pour clarifier le fait que la rémunération du médiateur peut être versée directement entre les mains du médiateur, qu'il n'y a pas besoin de passer par la régie du tribunal pour ça. Mais là aussi, c'est très ponctuel. Peut-être, pour qu'on puisse passer ensuite au décret du 12 février, juste une petite mise en lumière. On constate de plus en plus que une pratique tend à se développer, c'est le consensus parental. Alors, plusieurs événements ont été organisés cette année. Un colloque en février 2026 par la Cour d'appel de Grenoble. Je vois qu'il y a plusieurs représentants Cour d'appel de Grenoble et tribunal judiciaire. Donc, c'est un colloque qui était consacré à faire connaître le consensus parental. La direction des affaires civiles et du Sceau est intervenue d'ailleurs à ce colloque. C'est un colloque qui était labellisé par l'École nationale de la magistrature, qui a réuni avocats, magistrats, universitaires, professionnels de santé et qui relayait cette pratique qui se déploie déjà dans plusieurs tribunaux, notamment à Grenoble. Donc c'est finalement, si on doit le résumer, mais mon propos a plutôt vocation à vous dire de peut-être vous y intéresser puisque ça se développe de plus en plus, mais l'idée c'est d'organiser un accompagnement pluridisciplinaire centré sur l'intérêt de l'enfant à partir du constat que la conflictualité persistante génère des troubles durables chez les enfants. Donc, c'est surtout les services d'affaires familiales qui s'y intéressent. Donc, Cour d'appel de Grenoble, le tribunal judiciaire de Privas également commence à avoir une expérience solide et le tribunal judiciaire de Paris le met en place également, en particulier à partir de la rentrée, donc plutôt dans la deuxième moitié de l'année 2026. Mais voilà, on sent que c'est un sujet qui monte, qui est de plus en plus documenté et qui mérite vraisemblablement de s'y intéresser. Voilà sur ce qui concerne les actualités normatives et non normatives, puisqu'il n'y a pas de texte prévu en matière de consensus parental à ce stade. Juste si on prend une ou deux questions sur Magicobus 3. Question, est-ce que le décret comportera un report du renouvellement de la liste des médiateurs? Tout à fait. Ça a été intégré effectivement pour permettre le renouvellement des listes dans un deuxième temps. Ce que je vous ai pas dit également, pardon, c'est le calendrier de ce décret Magicobus. On vient de le transmettre au Conseil d'État, donc il faut maintenant le temps qu'il soit examiné. On espère une publication fin juin, début juillet. C'est toujours difficile de dire avec précision puisqu'on n'a pas la maîtrise de l'emploi du temps du Conseil d'État, mais l'idée est plutôt une publication avant la coupure estivale. Et on a décalé l'entrée en vigueur au 1er octobre pour là aussi laisser le temps d'absorber, enfin de lire ce décret ailleurs que il y a un autre moment que pendant les vacances de chacun. Merci. Et on a une petite question sur la procédure participative. Est-ce que pour la procédure participative avant saisine, les actes de procédure d'avocat hors désignation d'un technicien ne sont pas rétablis? Non, pas à ce stade. Les militants de la procédure participative, faut vous mobiliser. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Il y a les outils qui marchent, ceux qui marchent moins, qui restent du droit positif, mais qui sont moins investis. Et donc, c'est vrai qu'ils sont moins investis à tous égards par les professionnels et aussi dans
voilà, dans l'élaboration des textes, c'est d'autres outils qui sont privilégiés. Merci pour ce point d'information. Alors il y a peut-être eu un dernier sujet, mais par rapport aux greffiers, parce que la discussion sur les greffiers a lancé quelques réactions sur le chat. Est-il envisagé de clarifier 1542 du CPC sur la place du greffier dans la délivrance de procès-verbaux valant titre exécutoire? Parce que le texte ne prévoit pas expressément l'intervention du greffier dans la délivrance de ces procès-verbaux, ce qui pourrait laisser supposer que le juge pourrait le faire seul. En conciliation, on est ouais, 1542. Alors, à ce stade, non. Enfin, en tout cas, il n'y a rien dans Magicobus dans ce sens. Ouais. Mais on prend le point et on regarde. Ça a cette vertu aussi, c'est que du coup, on a Madame Le Tallec à disposition. Et alors, pour effectivement faire des remontées au stade de l'élaboration, la DACS évidemment travaille, le CNB est consulté et donc les avocats élus essayent de faire remonter les difficultés pratiques. On est aidé au-delà de nos pratiques par des associations de praticiens, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque relecture, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Donc, merci de nous sensibiliser. Et puis oui, tout à fait. Et puis, enfin, la question qui a été posée sur la procédure participative m'y fait penser. C'est pas parce que quelque chose n'est pas dans le Magicobus 3 que il est complètement écarté. Ça, c'est typiquement un point qu'on a pris, mais on a un calendrier à respecter sur le Magicobus en l'espèce, qui conduit à ce qu'on doive un peu fermer le guichet à une certaine date. C'est pas pour autant qu'on continue pas de réfléchir pour un prochain vecteur. On est sur une matière réglementaire, c'est assez souple, on peut faire des décrets, alors pas tous les mois, mais enfin, on n'est pas obligé d'attendre le prochain Magicobus. Donc voilà, vraiment c'est important pour nous d'avoir des remontées comme ça de ce qui pose difficulté et on continue à y réfléchir. Le chat va être copié-collé et on va effectivement faire un retour à la DACS. Donc, c'est pas parce que vos questions n'ont pas été prises qu'elles ne seront pas vues par Madame Le Tallec. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais à cette heure, on va passer la parole à Monsieur Moreau, qui est donc là pour évoquer le décret du 12 février 26 et notamment le statut du magistrat coordinateur de l'amiable, coordonnateur de l'amiable. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour la présentation de ce décret du 12 février 2026 relatif au magistrat coordonnateur de l'amiable et donc au conciliateur de justice, c'est donc un texte qui a été effectivement souhaité par le garde des Sceaux, qui m'a d'ailleurs signé la circulaire de présentation, et qui a en fait deux objectifs principaux. Le premier, c'est traduire davantage dans l'organisation judiciaire la politique de l'amiable, effectivement, qui est une politique publique judiciaire importante, en instaurant donc dans les juridictions tribunaux judiciaires, cours d'appel, un pilotage unifié des modes amiables. Donc ça, c'était vraiment l'objectif force pour les magistrats coordonnateurs. Et puis un second objectif, c'était de continuer à favoriser le recrutement des conciliateurs de justice en levant quelques freins, relatifs à l'exercice de ces fonctions. Donc, pour le volet magistrat coordonnateur de l'amiable, c'est effectivement cette gouvernance, ce pilotage unifié qui, si effectivement l'amiable n'est pas uniquement une affaire de personnes, l'idée c'était tout de même effectivement de prévoir cette fonction qu'on avait appelée DSJ et DSCS il y a un peu plus d'un an, juge référent amiable effectivement dans notre dépêche conjointe, et qui donc est désormais cette fonction de magistrat coordonnateur de l'amiable qui est codifiée. Et qui remplace donc d'une part cette fonction de juge référent amiable avec plus de reconnaissance dans les textes et d'autre part qui remplace également la fonction de magistrat coordonnateur en matière de médiation et de conciliation, puisque l'amiable ce n'est pas uniquement la médiation et la conciliation de justice, c'est un ensemble et que l'objectif c'est d'avoir donc d'une part quelqu'un d'identifié pour animer, coordonner cette politique de l'amiable au niveau de la juridiction et d'autre part d'avoir une mesure de l'activité de l'amiable, de ce que ça recouvre,
quantitativement, bien sûr, on en a d'ailleurs certaines illustrations par rapport aux remontées que vient de présenter la DSS, mais aussi qualitativement. Et donc, effectivement, d'une part, vous avez cette nouvelle fonction de magistrat coordonnateur de l'amiable qui existe depuis le 14 février. C'était une volonté importante, effectivement, de consacrer cette fonction qui existait déjà en fait dans la pratique depuis un an. Et puis, de prendre date avec le premier rapport annuel de l'activité de l'amiable, l'activité de résolution amiable des différends, au niveau du tribunal judiciaire d'abord, et au niveau de la cour d'appel ensuite, donc puisqu'il y a un magistrat coordonnateur de l'amiable dans chaque tribunal judiciaire, et il y a un magistrat coordonnateur de l'amiable dans chaque cour d'appel. Le magistrat coordonnateur de l'amiable, tribunal judiciaire et cour d'appel, dans tous les cas, il a cette fonction d'animation, de coordination, de réseau, de pilotage, qui peut prendre diverses formes, différentes initiatives, en lien avec des médiateurs, des conciliateurs, les barreaux, de porter en fait l'amiable à l'intérieur de la juridiction, mais aussi à l'extérieur, quelque part, d'entraîner cette dynamique qui est déjà présente. Au niveau du tribunal judiciaire, il y a également une responsabilité en plus, c'est qu'il instruit les candidatures des conciliateurs de justice qui sont importantes, hein, puisqu'on a à peu près presque 200 000 affaires par an qui font l'objet d'une conciliation de justice. Et un peu moins de 2700 conciliateurs de justice en exercice, et avec cette logique de promotion de l'amiable qui implique aussi justement le recrutement et l'attention aux conciliateurs de justice. Et puis donc effectivement le magistrat coordonnateur de l'amiable de la cour d'appel qui a ses fonctions sur le ressort de la cour dans une logique d'harmonisation, de détection de certaines pratiques dans un tribunal judiciaire, et pourquoi pas de valorisation de cette pratique au niveau du ressort de la Cour. Donc, deux temps. D'abord, effectivement, désigner ces magistrats coordonnateurs de l'amiable. C'est l'obligation posée par le texte, et donc, effectivement, une désignation qui est faite par le chef de juridiction, premier président ou président du tribunal judiciaire, après avis de l'Assemblée des magistrats du siège de la juridiction. Et puis prendre date pour ce premier rapport donc de l'amiable, dont la trame est actuellement en cours d'écriture. Il y a un engagement de la part du ministre de la Justice, que l'administration centrale en fait produise une trame de rapport donc à la fin du premier trimestre 2026, donc à la fin du mois de septembre 2026, on aura une trame, DSJ, DSS, secrétaire général, direction aussi des USG qui aurait été vue, qui sera consolidée et qui permettra en fait de guider les juridictions vers ce qu'il est souhaité avoir comme remontée sur l'amiable. Et donc effectivement, ça concerne, vous l'avez dit, la conciliation de justice, bien sûr, l'audience de règlement amiable, la convention de résolution amiable des différends, l'activité de médiation. C'est effectivement pas une mince affaire. Nous, la philosophie qu'on porte sur ce rapport d'activité, c'est effectivement d'une part de ne pas demander 3 fois la même chose aux magistrats. Et donc effectivement il y a des données conciliation de justice, le conciliateur de justice doit lui-même faire un rapport d'activité, on a le magistrat coordonnateur de chaque TJ qui va faire des remontées, on aura le magistrat coordonnateur cour d'appel qui fera également les siennes. Donc l'idée effectivement c'est de réfléchir à cette trame pour voir ce qu'on demande, que ça ne soit pas, puisque c'est déjà une charge aussi en plus les fonctions de magistrat coordonnateur amiable, mais que ça ne soit pas une charge trop alourdie, et effectivement de déterminer sur le volet quantitatif et surtout sur les qualitatifs ce qu'il est souhaité. Ça n'empêchera pas chaque magistrat coordonnateur, comme il le faisait déjà avant pour les précédents rapports d'activité, conciliation, médiation, et bien voilà, d'être libre aussi de ces formulations. Mais l'objectif, c'est d'avoir cet outil à la main des juridictions et qu'il ne soit pas dans un esprit que la donnée serve une fois pour l'ensemble des besoins du ministère de la Justice. Et donc, effectivement, le premier rapport amiable est attendu donc au premier trimestre 2027 sur l'année 2026. Donc, pour cette année, il n'y a pas
de rapport à rendre en 2026. Il y a un rapport 2026 à rendre qui est le rapport médiation-conciliation de 2025, puisqu'effectivement, le principe de ce rapport a été maintenu. Et donc, il appartient au magistrat coordonnateur de la Cour d'appel de l'adresser. D'ailleurs, ça a déjà été fait pour certains de rapports et je remercie les magistrats coordonnateurs qui l'ont fait. Mais le premier rapport amiable au sens large, une trame à la fin du mois de septembre qui vous sera communiquée et un rapport qui sera attendu au premier trimestre 2027. Donc voilà pour ce décret, effectivement important, ça a été souligné, important d'avoir en tête le rôle des magistrats honoraires. Nous, c'est ce qu'on a aussi souhaité faire. Et le décret permet aux magistrats honoraires qui n'exercent pas de fonction juridictionnelle d'être désignés S qualité de magistrats coordonnateurs de l'amiable des cours d'appel. Des cours d'appel, voilà, précision ici, mais donc c'était important aussi d'avoir cette reconnaissance dans les textes des magistrats honoraires qui n'exercent pas de fonction juridictionnelle, mais qui peuvent tout à fait, et c'est d'ailleurs le cas pour certaines cours d'appel, pour 5 d'entre elles, de désigner un magistrat coordonnateur, magistrat honoraire. Je vois une question sur la désignation repose sur le fond volontariat et que se passe-t-il en l'absence de volontaires? Oui, tout à fait. On a détaillé dans la circulaire de présentation l'importance d'une part qui est un volontariat parce que ce sont des fonctions effectivement qui s'ajoutent, mais surtout on a recommandé la pratique d'un appel à candidature. Effectivement, et donc l'appel à candidature implique le volontariat. Par principe. Et après, c'est un choix qui est fait par le président du tribunal judiciaire, par le premier président de la cour d'appel, de désigner telle ou telle personne. Le texte, on le rappelle, implique de désigner prioritairement, donc pour les cours d'appel, un président de chambre ou un conseiller, et prioritairement pour le tribunal judiciaire, un premier vice-président. Voilà, au sein du tribunal judiciaire, parce qu'il y a une logique effectivement d'expérience, de valorisation, et puis bien sûr, c'est une priorité, mais ça n'empêche pas dans les organisations et dans les juridictions en fait de faire autrement en fonction effectivement de ce que permet le texte. Sur la question de la décharge aussi, je rebondis parce que je vois le chat. Est-ce que la DSJ prévoit une décharge pour le magistrat coordonnateur? Ce qu'on a rappelé, c'est qu'effectivement, il importe, et la circulaire le dit clairement, il importe en fait au président des juridictions d'avoir en tête que, in fine, c'est une charge importante, les fonctions de magistrat coordonnateur. Et donc, de ce point de vue, comment dire, l'attention particulière effectivement sur l'équilibre de ces fonctions par rapport à la charge générale du magistrat au sein de la juridiction, c'est un objet d'attention pour le chef de juridiction. Mais c'est pas calibré, c'est-à-dire que le magistrat qui candidate, il sait pas déjà qu'il est soulagé d'un tiers de son temps. Non, parce qu'en fait, c'est en fonction des juridictions et de chaque charge. Et donc, de ce point de vue, c'est compliqué pour nous, effectivement, de mettre en place un pourcentage. Mais effectivement, on a écrit qu'il appartient au chef de juridiction de veiller à l'organisation et à la charge de travail de ses magistrats coordonnateurs pour que leur fonction administrative de suivi, d'animation et de coordination soit exercée dans de bonnes conditions. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a une question particulière qui est portée par la direction des services judiciaires et également portée lors du cas des dialogues de gestion auxquels j'ai référence tout à l'heure. Mais bien sûr, effectivement, et on sait que certains magistrats il y a des pratiques différentes. Ce qui est inscrit noir sur blanc dans la circulaire, c'est effectivement cette attention avec l'organisation de la charge de travail. Il y a plusieurs contributions dans le chat qui indiquent que 2 référents, en fait, 2 coordonnateurs ont été désignés, parfois en scindant la conciliation du reste de l'amiable. Ça peut aussi éventuellement répondre, alors le texte prévoit plutôt un coordonnateur, mais ça peut être aussi un levier pour partager finalement cette surcharge
de travail liées à l'exercice de ces fonctions complémentaires? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas la lettre même du texte. La lettre même du texte, c'est un magistrat coordonnateur unique, identifié. L'objectif, c'est que parfois, ça peut être la même personne qui est aussi en charge des fonctions de coordination de l'activité des juges des contentieux et de la protection. On sait que voilà, il y a certaines organisations, certaines juridictions qui mettent en place, et certains présidents de juridictions surtout, qui mettent en place des organisations qui sont un peu plus souples par rapport à la lettre du texte. Nous, l'objectif, dans tous les cas, l'esprit de la circulaire, c'est d'avoir un interlocuteur identifié. Donc ça, c'est important effectivement de voir comment derrière, si on dédouble, on peut identifier les interlocuteurs, et d'autre part que la charge de travail précisément soit prise en compte d'une façon ou d'une autre, en tout cas. Voilà. Bon, ça sera peut-être un retour qui vous sera fait effectivement quand vous aurez à votre trame en vue du rapport. Il y a eu plusieurs questions justement s'agissant de cette trame. Est-ce qu'il y aura une place pour les avocats finalement pour que on puisse vous rendre compte aussi de... Alors, cette trame, elle s'adresse uniquement aux magistrats coordonnateurs, puisque effectivement, c'est l'activité amiable de la juridiction. Par contre, on va le penser ensemble aussi, et d'ailleurs, les retours qu'on a déjà, enfin, en tout cas au sein de notre direction, on peut voir, c'est que dans tous les cas, les magistrats, quand ils font des retours sur quelque chose qui intéresse les avocats, ils évoquent aussi la relation avec le barreau, et précisément les magistrats coordonnateurs, auparavant médiation, conciliation, et maintenant coordonnateur amiable, mais effectivement, ils ont les liens avec les barreaux locaux. Effectivement, les remontées, elles sont conscientes aussi parfois de ce qui est indiqué au niveau des avocats. Et nécessairement, puisque c'est un rapport qui va impliquer tous les modes amiables, oui, il y aura de la convention participative, et oui, il y aura aussi l'audience de règlement amiable. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, effectivement, il y aura une analyse qualitative qui pourra permettre de porter telle ou telle remontée, tel ou tel élément, et tel ou tel élément de diagnostic partagé magistrat-avocat. Maintenant, effectivement, ça reste rapport du magistrat coordonnateur. Je vois effectivement s'il envisage de créer des postes d'attaché de justice qui seraient affectés à l'amiable. Pour vous dire que les postes d'attaché de justice sont gérés par la Cour au niveau de la répartition et par les chefs de juridiction, mais que rien n'empêche dans la lettre de la loi que les magistrats, que les attachés de justice en fait et certaines activités support, notamment administratifs, sur les magistrats amiables. Et par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une exception à l'impossibilité pour les attachés de justice d'avoir des délégations de signature de juges. C'est dans le domaine de l'amiable, avec la possibilité pour les juges de déléguer en fait la signature d'une injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice à un attaché de justice. Et donc on sait que c'est pratiqué. Et donc de ce point de vue, effectivement, il y a des possibilités et il y a des passerelles pour des attachés de justice entre guillemets amiables au sens large. Voilà, si ça répond à la question. Donc magistrat coordonnateur, des fonctions importantes, fonctions administratives au sens effectivement d'une animation, d'une plus grande acculturation en fait aussi à ce réflexe amiable. Et puis la deuxième partie du décret qui est relative au conciliateur de justice, qui va lever en fait certains freins qui nous ont été signalés par les juridictions sur l'activité de conciliateur de justice, puisque vous savez que l'objectif qui a été fixé, c'est un conciliateur de justice pour 20 000 habitants. Et il y a 6 cours d'appel actuellement qui ont atteint cet objectif d'ailleurs. Et donc, dans un recrutement aussi de ces fonctions bénévoles qui est un enjeu d'attention, on acte la compatibilité de ces fonctions avec les fonctions de médiateur de la consommation. Ça veut dire en fait que la même personne, ou en tout cas c'est une personne qui est déjà médiateur de la consommation, elle peut candidater pour être conciliateur de justice par ailleurs. Auparavant, c'était une impossibilité. De la même façon, on cherche à fluidifier la pratique des conciliateurs de justice en termes de recrutement et d'exercice des fonctions. Donc, les conciliateurs de justice qui ont précédemment exercé dans d'autres cours d'appel, aujourd'hui, en fait, sont réputés avoir prêté serment. Ça veut dire que la cour d'appel n'a pas organisé une nouvelle prestation de serment.
pour ces conciliateurs de justice qui seront astreints en fait par là même leur nomination aux obligations de conciliateurs de justice qui sont déjà exercées par ailleurs dans une autre cour d'appel. Et puis on permet la pratique, on réglemente de l'élargissement du ressort d'exercice des conciliateurs de justice, pratique qui était documentée, qui permet parfois de remédier au mariage territorial, qui permet aussi parfois de faire en sorte d'éviter qu'un conciliateur de justice démissionne parce qu'en fait il déménage et finalement il aimerait bien, même si c'est dans le ressort de la même cour d'appel, continuer d'exercer ses fonctions. Et donc le décret permet cela et le fait important surtout, c'est qu'on renforce la formation continue de ces conciliateurs de justice. Depuis 2019, il y avait une formation initiale au cours de la première année et ensuite un jour de formation pendant la période de 3 ans qui suit chaque reconduction de leur fonction. À partir du 1er janvier 2028, on est effectivement sur une journée de formation par an. Donc une journée sur la première formation initiale et ensuite une journée par an. Avec, et ça c'est important de le souligner, une faculté de dispense de formation initiale en cas de changement de ressort de la cour d'appel. Donc c'est l'hypothèse aussi de conciliateur de justice qui a déjà exercé dans notre cour d'appel, qui va changer de cour d'appel, qui va recandidater les fonctions de conciliateur. Il n'a pas besoin de prêter serment, et par ailleurs, le premier président peut le dispenser de formation initiale, et à ce moment-là, il suivra une journée de formation continue dans l'année. Donc, effectivement, l'esprit, la genèse, en fait, de ce décret du 12 février, c'est une politique publique de l'amiable prioritaire. On prend en compte cette priorité, nous, au niveau des textes, et de la reconnaissance des fonctions de magistrat coordonnateur de l'amiable. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir une vue d'ensemble de l'amiable, des initiatives très nombreuses des juridictions aussi, avec un rapport d'activité unique, qui va être consolidé avec une trame vue par toutes les parties prenantes du ministère de la Justice, et qui pourra, au premier trimestre 2027, être un nouveau rendez-vous, en tout cas, de bilan d'étape de l'amiable, comme on vient un peu de l'excuser aujourd'hui. Voilà pour... et de manière documentée. Merci, ça nous fait une lecture à surveiller. On a le calendrier maintenant. Je pense que ça va être un gros chantier, mais bon, vos services savent faire ça. Merci beaucoup d'être venu pour nous faire l'explication de texte de ce décret. Écoutez, avocat, c'est vrai que c'est riche pour nous parce qu'on n'a pas accès sinon à ces informations. Je voulais vous dire que on va continuer à travailler ensemble et pour les prochains mois, et ça revient aussi dans le chat, on s'est fixé de multiplier les formations communes parce qu'on considère que ça passe par là, c'est-à-dire qu'il faut se connaître, il faut se former ensemble, il faut tester les outils avant d'être sur l'obstacle et dans des moments qui peuvent être un peu crispants pour tout le monde. Pour ça, donc il va y avoir les états généraux dont je vous parlais au début de l'heure sur un thème, on l'a qualifié comme on va à Toulouse, on a intitulé ça l'amiable transformons l'essai. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit que de la déclaration d'intention, il faut donner vie et il faut faire des choses ensemble. Et après, on va pousser un petit peu les curseurs du partenariat avec l'ENM sur les formations en formation continue. Le catalogue 2026, il est consolidé pour la formation continue à Paris, mais il se passe beaucoup de choses dans le ressort des cours d'appel. Et ça, on va essayer de nous communiquer aussi du côté du CNB sur des formations qui sont prévues en première intention pour les magistrats, mais qui sont ouvertes aux avocats qui ne s'y présentent pas tant que ça. Donc, on va essayer que les places qui sont ouvertes aux avocats soient remplies sur le deuxième semestre, sur tout ce qui concerne l'amiable. Et on va passer une commande, c'est-à-dire qu'on va monter vraiment quelque chose ensemble autour de l'amiable. Et ça sera du coup dans le catalogue 2027 de l'ENM. Je vois que Laetitia Wadiou est connectée. C'est en cours d'élaboration. Alors, pour nous, il y a une petite frustration pour Laurence Joly et moi-même, c'est que nous, on sera sortis du viseur puisqu'on est en fin de mandat à 2026, mais on va pousser le projet et ça sera repris par les suivants. Et il y a plusieurs idées qui sont en cours, mais comme ça sera 2027, il se pourrait que le thème ce soit celui du principe de coopération, parce que là on aura quelques mois et un petit peu de recul. Et la coopération, ça passe par de la formation ensemble, ça passe par des grandes règles de déontologie que on a
chacun les siennes ou parfois les mêmes, mais en tout cas on les partage et on se comprend. Donc ça pourrait être sur ce registre-là, mais c'est en cours de construction et donc ça prendra corps dans le catalogue 2027. Ouais, Marc-Antoine. Oui, et je vois juste 2 questions sur la formation des conciliateurs de justice. Donc, effectivement, il y aura une prise en compte par l'ENM de cette formation augmentée. C'est pour ça aussi, en lien avec eux, qu'on l'a fait entrer en vigueur en 1er janvier 2028. Et donc, effectivement, je ne vais pas parler pour l'ENM, mais l'objectif, c'est de diversifier cette formation aussi, d'échanger sur les pratiques conciliateur de justice, la posture professionnelle et effectivement les nombreux contentieux, des situations parfois complexes, des situations nouvelles. Il y a aussi des logiques de spécialisation. On sait que les conciliateurs de justice qui se spécialisent par exemple en matière de baux ruraux et d'autres sujets, j'ai beaucoup en tête, mais effectivement l'attention de l'ENM sur ces questions-là, et donc nous côté DSJ, elle est très prégnante, et c'est la raison pour laquelle on est entré en vigueur au 1er janvier 2028. Et je vois aussi une question sur les conventions, les mairies, et effectivement beaucoup de conciliateurs de justice qui exercent en mairie, et c'est un sujet où on est en train actuellement de mettre à jour une trame de convention d'occupation des locaux. Alors vous savez qu'il y a aussi la libre administration aussi des mairies, mais on est en train de mettre à jour cette trame pour faire en sorte que il y ait aussi une attention qui soit soutenue de la part de l'ensemble des pouvoirs publics qui participent aussi à l'amiable de ce point de vue, et donc on a de bonnes chances d'aboutir avec une nouvelle trame sur l'année 2026, convention d'occupation des locaux des conciliateurs de justice en mairie. Et effectivement, toutes ces difficultés parfois, en tout cas ces problématiques matérielles, des points d'attention qu'il ne faut pas oublier, et c'est un sujet prioritaire aussi pour nous. On est au bout du temps qui est programmé dans les agendas. Merci vraiment de vous être mobilisés et de vous être connectés, et encore une fois, tout ce que vous avez soumis sur le chat va être récupéré par nous, et on va essayer d'y donner une suite utile. On vous donne donc rendez-vous notamment au mois d'octobre, et peut-être Laurence, si tu peux... Oui, merci Charlotte, et rapidement, parce que c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on voit plus facilement ce qui a été oublié d'être dit. C'est toujours la position idéale, je dirais. Tu as fort justement parlé des états généraux de l'amiable le mercredi 21, mais j'insiste également que le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, il y aura des ateliers en matière amiable sur l'instruction conventionnelle, la facturation de l'amiable, la formation à l'accompagnement et la rédaction des accords, et enfin l'amiable à l'international. Et rapidement, j'insiste, parce que ce n'est pas encore sur le site du CNB, que nous aurons bien entendu nos 2 universitaires préférées qui seront présentes, à savoir Nathalie Frissero et Soraya Amrani-Meki. Cela me semble important de le préciser. En tout cas, merci à tous. Et c'est vrai qu'1 heure, ça passe quand même très vite. Et au plaisir, moins, on le tient dans l'agenda. Voilà, et au plaisir de vous voir tous. Merci Laurence, merci à tous. Voilà, on se dit à bientôt, sous une forme ou sous une autre, et vive l'amiable. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.